Nous avons ce soir Donatella di Pietrantonio avec sa traductrice qui va nous parler de son œuvre. Et comme d'habitude et de tradition, ce sera Paolo Grossi qui va conduire la conversation et nous présenter l'autrice. Merci et bonne soirée. Le livre dont nous allons parler ce soir, Borgo Sud, publié par Albin Michel, et je salue la présence ce soir parmi nous de Anne Michel de la maison d'édition, donc son éditrice, est un livre tout à fait, comment dirais-je, autonome, qui peut être lu sans connaître les autres livres de Donatella, mais il est également, peut être lu comme le second volet d'un diptyque, dont le premier est un livre qui a fait, comment dirais-je, de Donatella l'une des écrivaines les plus connues aujourd'hui en Italie, l'Arminuta. L'Arminuta a été publié en Italie en 2017, ça a été un succès retentissant, formidable, plus de 25 traductions dans les plus différentes langues du monde. On a tiré un film aussi de ce livre qui a été distribué en Italie l'année passée. Je ne sais pas s'il va bientôt arriver en France aussi. Donc c'est grâce à ce livre que Donatella di Pietrantonio s'est imposée comme l'une des protagonistes des lettres italiennes. Mais elle a derrière elle d'autres livres, je voudrais les mentionner. Mia madre è un fiume et Bella mia. Ce sont deux livres publiés au début par une maison d'édition de Rome, Eliot, et puis ils ont été repris suite au succès de l'Arminuta chez Einaudi, qui est maintenant l'éditeur de Donatella. Vous les voyez là, ça c'est Bella mia, et Mia madre è un fiume. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que vous voyez, il y a une caractéristique commune à toutes ces couvertures. Celle de l'Arminuta, hein, et puis vous regardez les couvertures derrière vous, ce sont toujours des femmes. Alors voilà un premier trait commun à tous les livres de Donatella, ce sont des histoires de femmes. Et non seulement des histoires de femmes, mais des histoires racontées par des femmes. Voilà un autre aspect sur lequel on va revenir. L'autre trait commun, ce sont des histoires de famille. Hein, donc tous les personnages sont impliqués dans des histoires de famille plus ou moins compliquées qui jettent leur ombre sur le destin de ces personnages. Donc j'arriverai à dire qu'ils sont un peu empêtrés dans des histoires de famille et qui rendent parfois difficile leur vie, mais en même temps ce lien, on le verra, est un lien fondamental avec lequel ils ne peuvent se soustraire. Et d'ailleurs, si vous prenez Borgo Sud, si je me rappelle bien, il y a un texte en exergue tiré d'un livre de Natalia Ginzburg, qui est un peu par définition, comment dirais-je, la romancière de la famille. Non, pensons à son livre le plus connu, Les mots de la tribu, non, Lessico familiare. Voilà, donc deux traits communs, les femmes, la famille, et j'ajouterai les Abruzzes, parce que tous les livres de Donatella ont comme toile de fond, je dirais plus que toile de fond, parce que les Abruzzes sont presque un personnage dans ces livres. Et quelles Abruzzes? Il y a à la fois les Abruzzes de la montagne, les Abruzzes rurales, mais également la mer. Et les villes également, parce qu'on verra, par exemple, Borgo Sud peut être considéré un peu le roman de Pescara. Hein, c'est la première fois, je pense que la ville de Pescara a une présence si importante, hein, dans vos livres et en général dans la littérature italienne contemporaine. Mais je rappelle, par exemple, Bella mia est un livre qui a pour objet les conséquences un peu du tremblement de terre de 2014, et c'est la ville de l'Aquila, au contraire, qui est au centre un peu de la narration. Voilà donc pour les traits communs à ces 4 livres
de Donatella. Mais revenons à Borgo Sud. Alors, je voudrais commencer par demander à Donatella de dire quelques mots de l'Arminuta. Mais je pense que la plupart du public aura déjà lu ce livre qui a eu un tel succès, et nous dire si elle avait déjà dans sa tête l'idée d'écrire un autre livre sur ce personnage, ou si cette idée lui est venue après le succès de l'Arminuta. Buonasera, grazie per l'invito e sono davvero felice di essere qui. Sono anche contenta di iniziare parlando di questi due libri che in effetti costituiscono un dittico come un'opera, una unica opera di cui in effetti io non avevo programmato all'inizio di dividerli in due volumi, di dividerla in due volumi. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie je remercie de cette invitation. Je suis heureuse d'être ici et je suis heureuse aussi de commencer cette intervention en vous parlant de deux livres qui en effet constituent un diptyque, qui sont en quelque sorte une œuvre unique. Una delle cose che più mi dà gioia scrivendo è a volte la sorpresa che la scrittura stessa porta a chi scrive. Almeno per quanto mi riguarda, non posso dire che ci sia da prima un piano dell'opera, una struttura preesistente che mi accompagna dall'inizio alla fine. Et en ce qui me concerne, je ne puis dire qu'il existe pour moi comme un plan d'un ouvrage, une sorte de structure préexistante qui m'accompagnerait du début à la fin de l'écriture. E però ci tengo anche a dire che non è stato sull'onda del successo dell'Arminuta se ho deciso poi di scrivere questo secondo volume in cui riprendo in gran parte i personaggi del primo et alcuni fili della storia. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas sur la vague du succès de mon précédent livre que j'ai ensuite, l'Arminuta, la revenue, que j'ai décidé ensuite d'écrire ce deuxième ouvrage où je reprends en grande partie certains personnages ainsi que quelques fils qu'on retrouve également dans le premier livre. Quello che è accaduto semplicemente è che, diversamente dai miei primi due romanzi, alla fine dell'Arminuta il mio legame, il mio rapporto con i personaggi, con le due sorelle protagoniste, non si è risolto. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à ce qui s'était passé avec mes romans précédents, mes deux romans précédents, à la fin de la revenue, ma relation, mon lien avec les protagonistes de l'Arminuta, de la revenue, les deux sœurs, n'était pas en quelque sorte réglé, ne s'était pas terminé. E dico, come mi avevi invitato a fare all'inizio, qualche parola sull'Arminuta, appunto.
Et donc, comme cela m'a été demandé, j'en viens à vous dire quelques mots sur la revenue. Proprio per spiegare come è nato poi questo bisogno di scrivere Borgo Sud. Donc j'aimerais vous expliquer comment ce besoin d'écrire Borgo Sud est né chez moi. La Minuta è la storia di una ragazzina che a 13 anni scopre di non essere la figlia di quelli che ha sempre chiamato mamma e papà. La revenue, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, à 13 ans, découvre qu'elle n'est pas la fille de ces deux personnes qu'elle a toujours appelées maman et papa. Possiamo dire che per 13 anni è vissuta in questo non detto, nessuno mai le ha raccontato la verità sulla sua nascita, sul suo luogo di origine. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que pendant 13 ans, elle a vécu dans des non-dits. Personne ne lui a jamais dit la vérité sur sa naissance et sur ses origines. All'improvviso questa verità arriva e arriva anche l'imposizione di tornare, di essere restituita alla famiglia di origine, quindi ai genitori biologici. Et soudainement, la vérité émerge avec une obligation pour elle de rentrer, d'être en quelque sorte rendue à sa famille d'origine et à ses parents biologiques. Ho raccontato questa caduta di una ragazzina da una famiglia piccolo borghese, medio borghese, in cui comunque lei era una figlia unica, una specie di principessa. Et donc j'ai raconté en quelque sorte la chute de cette jeune fille qui a toujours vécu dans une famille de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie moyenne, où elle a toujours vécu en fille unique, en princesse en quelque sorte. Questa restituzione alla famiglia di origine comporta il trasferimento dalla città al paese, un piccolo paese. Et ce retour dans sa famille d'origine comporte aussi un déménagement d'une ville à un petit village. Da una famiglia in cui si parla l'italiano a una famiglia in cui si parla esclusivamente il dialetto, e quindi c'è anche questo shock linguistico per lei. Le passage donc d'une famille où l'on parle italien à une autre famille où l'on ne parle que le dialecte, donc à ce qui vient ajouter un choc supplémentaire pour elle, le choc linguistique. Una famiglia numerosa e povera, in cui i genitori sono dei vinti. Et il s'agit de cette famille, c'est une famille qui est nombreuse, qui est pauvre, où les parents représentent en quelque sorte des vaincus de la vie. Posso dire che nella Minuta ho raccontato gli anni del trauma per la protagonista, e lei, la voce narrante, è una voce femminile che parla di sé, della sorella, di questo suo essere e non essere appartenente all'una e all'altra famiglia, quella biologica e quella adottiva. Et dans la revenue, j'ai raconté donc les années du trauma de la protagoniste. Dans ce roman, c'est elle le narrateur, c'est donc une narratrice. C'est elle qui se raconte soi-même. Elle parle de soi, elle parle d'elle, de sa sœur, et le fait de appartenir ou ne pas appartenir à cette famille, ni à l'autre d'ailleurs, sa famille d'origine ou sa famille d'adoption.
E allora da dove nasce l'esigenza di scrivere ancora di loro? Volevo raccontare quelle che io chiamo le conseguenze del disamore, parafrasando il titolo del film di Sorrentino. Et donc, d'où est née donc cette envie d'écrire encore sur ces personnages? Eh bien, c'est pour parler en quelque sorte de ce que j'appelle les conséquences de ce désamour, pour, en quelque sorte, en paraphrasant en quelque sorte le titre du film de Sorrentino. E allora quello che volevo fare era accompagnare queste ragazze nella vita adulta. Je voulais donc accompagner ces deux jeunes filles dans leur vie adulte e vedere quanto il limite dell'essere cresciute in una famiglia così è determinante nelle loro vite adulte. Et donc, je voulais explorer, comprendre à quel point le fait d'avoir grandi dans une famille comme ça représentait une limite dans leur vie d'adulte. E quanto condiziona le loro scelte. Sono libere le scelte di due ragazze con una storia così, o sono il risultato a distanza di questo forte limite dato dall'ambiente familiare? Et donc, en quelque sorte, je me suis aussi demandé à quel point cela a conditionné leur choix. C'est-à-dire, je me suis demandé, sont-elles libres, ces deux jeunes filles qui ont une histoire qui ont ce type d'histoire, ou bien ce qui leur est arrivé est le résultat de cette limite d'être nées dans une telle famille? Je voudrais poser une question à Laura Brignon. On a évoqué la question du dialecte. Toujours est-il que dans ce livre, par rapport au précédent, il y a moins de traces, je dirais, de dialecte ou de saveur un peu du dialecte. Première question, comment vous avez un peu, disons, vous êtes confronté à ces tâches qui parfois émergent au cours du roman et qui renvoient un peu au dialecte, et de l'autre, L'Armioute a été traduit et publié chez un autre éditeur, au Seuil, et traduite par Nathalie Boer. Quand vous avez commencé votre travail de traduction, est-ce que vous avez regardé la traduction de Nathalie Boer ou vous avez préféré vous abstenir pour ne pas être influencé? Concernant la question du dialecte, qui est le grand problème de tous les traducteurs de l'italien en français, puisque, comme on sait, on n'a plus, en tout cas, ce qui reste des langues locales n'a plus du tout la vivacité qu'elles ont encore en Italie. Il pourrait y avoir le parti pris, qui n'est pas le mien, de chercher quand même à donner une espèce de couleur locale au texte. Je parle dans les lignes générales. Moi, ça me paraît toujours étrange de me dire, bon, je sais pas, un personnage qui vient de Naples va utiliser des mots de Marseille ou de Toulouse. Bon, voilà, donc j'essaie de jouer sur autre chose. Et pour ça, j'essaie de me dire, au-delà d'un lieu, qu'est-ce que dit le dialecte? Pourquoi il est utilisé par les auteurs? Et pour Donatella di Pietrantonio, en espérant avoir vu un petit peu juste, je me suis dit que ça marquait il y avait vraiment une notion de contraste, parce que comme Donatella le disait, la langue est vraiment un lieu de différenciation de la part de la narratrice vis-à-vis de sa famille, qui parle uniquement en dialecte. Elle parle italien.
Ensuite, elle va à l'université, elle enseigne à l'université la littérature. Donc c'est vraiment une dimension qui lui est propre et qui l'éloigne de sa famille. Donc il fallait que je joue les contrastes. Il y avait ce côté-là. Et ensuite, j'ai perçu dans l'usage du dialecte dans le roman une brutalité, quelque chose de brusque, d'âpre, que j'ai essayé de restituer évidemment par le choix des mots et aussi par un rendu de la dimension orale, donc, qui peut être, par exemple, d'écrire « ta » au lieu de « tu as » ou ce genre de procédé. Donc voilà, c'était vraiment essayer de marquer la différenciation entre la langue de la narration, qui est vraiment un italien assez soutenu d'ailleurs, et cette brutalité, cette âpreté de la langue originale de la famille. Concernant la traduction précédente, le fait d'arriver sur un deuxième ouvrage qui fait suite à un premier, alors oui, j'ai regardé la traduction de Nathalie Bauer, mais je n'ai pas traduit immédiatement après parce que je voulais vraiment... À la fois, j'étais partagée entre... je voulais que pour les lecteurs qui avaient lu le premier, il y ait quand même une continuité, de ne pas prendre des parties complètement différentes. Et à la fois, il fallait que ce soit ma voix française de Donatella di Pietrantonio. Donc il fallait que j'ai la distance vis-à-vis de ça. Et que j'arrive, moi, à construire ma traduction sans être complètement influencée par les choix qui avaient pu être faits par ma consoeur. Voilà comment ça s'est passé. Ça m'a toujours, disons, un peu intrigué la question de comment un traducteur peut se confronter aux traductions précédentes. Dans ce cas, il ne s'agit pas du même livre, d'un autre livre. Mais j'y pensais l'autre jour parce qu'une amie m'a écrit en me disant « Je suis en train de traduire une nouvelle fois le Gramme Maulne ». Alors, en Italie, il y a plus ou moins, je crois, 7 ou 8 traductions du Gramme Maulne. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle va regarder ces 7 traductions précédentes ou pas? Parce que bon, c'est toujours très difficile, cet aspect, hein, de se faire conditionner par les choix des traducteurs précédents. Mais venons alors à examiner un peu plus de près Borgo Sud. Une vingtaine d'années ont passé, plus ou moins, par rapport à l'époque du roman précédent, donc un peu comme dans Dumas, 20 ans après, on peut dire. Et tout le roman est construit par une série de flashbacks, donc toute une série de sauts temporels. La protagoniste, l'Arminuta, enseigne à Grenoble la littérature italienne, donc vous voyez que dans le livre il y a un côté français, et tout d'un coup elle reçoit un message de ses parents qu'elle doit rentrer absolument en urgence. On ne vous dira pas pourquoi, hein, parce qu'on ne va pas, comment on dit, divulgacher. Les Canadiens disent divulgacher, je crois, hein, to spoiler. Voilà. Alors, donc elle prend le train, elle se précipite à Pescara, elle arrive dans la nuit, elle prend une chambre d'hôtel, mais elle n'arrive pas à dormir. Et donc ce sera toute une nuit blanche. Au cours de cette nuit, elle se souvient de toute une série d'aspects de sa vie, essentiellement de son mariage et de son rapport avec Adriana. Voilà, ce sont les deux grandes directions sur lesquelles se développe cette nuit sans sommeil de l'Adriana. Alors, je voudrais juste vous lire une petite page qui se trouve au début du roman et qui vous donne un peu le ton de la narration. Cette nuit-là, je ne dormais pas non plus dans notre lit trop grand. C'était notre 3e été là-bas, les meubles avaient perdu leur odeur de neuf et les brûlures de la gazinière leur éclat. C'est le premier souvenir de l'Arminuta. Elle se rappelle une nuit. Elle est une jeune mariée, elle est mariée depuis 2 ans. Et tout d'un coup, dans la nuit, elle est seule parce que son mari est à l'hôpital au chevet de son père. Et tout d'un coup, Adriana, qui s'était éloignée, qui n'avait pas donné de nouvelles depuis 1 an, fait irruption dans sa vie. Piero était au chevet, Piero c'est le mari,
était au chevet de son père à l'hôpital. À l'heure la plus sombre, avant l'aube, une personne a frénétiquement écrasé notre sonnette. Elle a crié son prénom. En un clin d'œil, elle était à notre étage. J'entendais ses pas nerveux de l'autre côté de la porte, son halètement. J'ai un peu tardé à tourner la clé dans la serrure. Elle pestait contre moi. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an, ma sœur. Inséparables dans notre jeunesse, nous avions ensuite appris à nous perdre. Elle était capable de me laisser sans nouvelles d'elle pendant des mois, mais jamais aussi longtemps. On l'aurait dite mue par un instinct nomade. Quand un endroit ne lui convenait plus, elle le quittait. Notre mère lui disait « T'es une bohémienne ». Plus tard, je le suis devenue moi aussi. Elle est entrée en trombe, a refermé la porte derrière elle en la poussant du pied. Une de ses sandales est tombée et restée par terre à l'envers. L'enfant dormait dans ses bras, ses jambes nues abandonnées le long des hanches maigres d'Adriana, sa tête calée sous son menton. C'était son fils. Je n'étais pas au courant de son existence. Je n'imaginais pas la révolution qui s'annonçait. Si je l'avais anticipée, je l'aurais peut-être laissé à la porte. Adriana se prenait pour un ange armé d'une épée, mais c'était un ange distrait. Et il lui arrivait de blesser par inadvertance. Voilà, ça donne un peu le ton de la narration. Une narration qui est marquée par, comment dirais-je, une tension toujours émotionnelle très forte, parce que c'est un personnage qui se souvient de moments forts de son existence, donc la crise de son mariage et le rapport avec sa sœur. Une sœur qui est plus jeune qu'elle, mais qui en même temps est un personnage qui a eu pour l'Arminouta, on vous a raconté un peu très rapidement l'intrigue du roman précédent, la petite Arminouta qui a 13 ans quand elle rentre dans sa famille d'origine, elle est plus âgée que Adriana, mais en fait, Adriana a, comment dirais-je, une habitude à se confronter aux difficultés de la vie beaucoup supérieure. En fait, c'est Adriana souvent qui aide sa sœur plus petite, plus grande qu'elle, à se débrouiller un peu dans la vie, à faire face aux difficultés. Alors, j'en viens un peu à ma question. Le personnage de l'Adriana, qui avait un rôle déjà important dans le roman précédent, dans ce roman s'impose vraiment au premier plan comme un protagoniste. Mais c'est toujours un personnage observé par sa sœur. Donc, je voudrais demander à Donatella, est-ce que tu as pensé à la possibilité de faire parler en première personne Adriana quand tu as conçu ce second roman? Non l'ho mai pensato perché Adriana non avrebbe potuto sostenere la narrazione per sé e la sorella. Je n'y ai jamais pensé parce que Adriana, jamais elle n'aurait pu porter le récit pour elle et pour sa sœur. Adriana è un personaggio istintivo, impulsivo, forse un personaggio assoluto, ha una grande intelligenza pratica. Adriana est un personnage instinctif, elle est impulsive, c'est peut-être quelqu'un d'absolu, elle possède une grande intelligence pratique. È stata nel primo romanzo una bambina più piccola di 3 anni di questa sorella che arriva dalla città, ma che a 10 anni era già una donna. Et dans le premier roman, Adriana était une petite fille, la petite sœur de cette sœur justement qui a 3 ans de plus,
qui est de 3 ans son aîné, et qui vient de la ville, mais à 10 ans, elle était déjà une femme. Aveva dovuto rinunciare alla sua infanzia per sopravvivere. Elle avait dû renoncer à son enfance pour survivre. Doveva occuparsi di cucinare, pulire la casa, del suo fratellino più piccolo. Elle devait s'occuper de faire la cuisine, elle devait s'occuper du ménage de la maison, de son petit frère. Quando arriva la minuta, è Adriana che la introduce in questo mondo di origine di cui lei non sa niente, di cui lei non può ricordare niente, o almeno non può averne una memoria consapevole. Et lorsque la revenue arrive dans cette famille, c'est Adriana qui l'introduit dans ce monde de ses origines, dont elle ne connaît rien, dont elle n'a pas de souvenirs, ou du moins elle ne peut pas en avoir des souvenirs conscients. E è stata Adriana, se ora noi ci spostiamo in Borgo Sud, è stata Adriana che l'ha introdotta alla lingua materna. Et si on se déplace maintenant et qu'on parle de Borgo Sud, c'est encore Adriana qui introduit sa sœur à la langue de la mère. Ma forse la sorella poteva imparare la lingua materna, ma Adriana non può all'inverso imparare la lingua di sua sorella. Et il se peut que la sœur puisse apprendre la langue de la mère, mais il était impossible qu'Adriana apprenne la langue de la sœur. Adriana ci prova anche a studiare, prova ad affrontare la scuola superiore, ma non riesce. Adriana, elle essaye de faire des études. Elle veut aller faire des études secondaires, supérieures, mais elle n'y arrive pas. La sorella diventa una docente di letteratura italiana all'estero. E perché tutta questa differenza tra loro? Et la sœur d'Adriana devient professeure de littérature étrangère à l'étranger, de littérature italienne à l'étranger. Mais alors la question est de savoir pourquoi autant de différences entre les deux. Perché la minuta è cresciuta per 13 anni in una famiglia che poi ha fatto un gesto terribile di restituirla e quindi di abbandonarla nella famiglia precedente, ma che nel frattempo ha tenuto alla sua formazione, ha creduto nel suo futuro, ha avuto per lei fiducia e speranza nel futuro. Et ceci est possible parce que la revenue a grandi pendant 13 ans dans une famille qui, bien qu'ayant commis ce geste horrible, cet abandon de l'avoir donc rendu à sa famille d'origine, en même temps, elle avait tenu à son éducation. Elle avait cru, cette famille d'adoption, en son avenir. Elle lui avait donné de la confiance, de l'espoir dans son avenir. I genitori non hanno creduto nel futuro di Adriana. Questi genitori sono talmente vinti dalla loro vita, dalla loro appartenenza a un ceto subalterno.
Ses parents, non avevo capito che c'est la fermata. Ses parents, alors que les parents biologiques, les parents d'Adriana, donc, n'ont pas cru dans l'avenir d'Adriana. Ils sont tellement vaincus par la vie et tellement vaincus par le fait d'appartenir à cette classe sociale subalterne. E che loro non osano nemmeno di pensare a una loro rivincita sociale attraverso la vita dei figli. Non osano neanche sperare che i figli possano avere una vita migliore della loro. Quindi non solo sono vinti loro genitori, ma sentono come già vinti persino i figli, quindi la génération successiva. Et donc ils sont tellement, vivent tellement dans leurs conditions de vaincus qu'ils n'osent même pas penser qu'ils pourraient avoir une sorte de revanche sociale au travers de la vie de leurs enfants. Ils n'osent même pas espérer que leurs enfants puissent avoir une vie meilleure que la leur. Ils se sentent, eux, vaincus en tant que parents, et ils sentent aussi leurs enfants en tant que vaincus. Ils ne pensent pas qu'une génération, la génération suivante, puisse vivre autrement. I miei genitori hanno voluto un solo figlio, mio padre voleva un maschio, poi sono nata io, perché volevano farlo studiare. Mes parents étaient des paysans et ils ont voulu un seul enfant. Idéalement, ça aurait dû être un garçon pour qu'il puisse faire des études. Bon, après, c'est moi qui suis née, mais ils voulaient un garçon pour qu'il fasse des études. Per Adriana non è stato così e questa è la vera maledizione che i genitori, che la madre lancia su di lei. Et pour Adriana, il n'en a pas été ainsi, et c'est là la véritable malédiction que ses parents et sa mère notamment lui lancent. A un certo punto la madre la maledice perché si picchiano, no? Tra madre e figlia, e durante questa scena in cui vengono alle mani, la madre la maledice recitando una specie di formula in dialetto. Et la mère maudit Adriana. En fait, il y a une scène où elles se battent, la mère et la fille. Et à ce moment-là, la mère jette une sorte de sort, un mauvais sort, à Adriana en prononçant une formule en dialecte. Ma la vera maledizione non è quella. Quella è una formula recitata a memoria in un momento di rabbia, di frustrazione, di impotenza in questo rapporto madre-figlia. Mais la véritable malédiction, ce n'est pas ce sort qu'elle jette. Là, c'est une formule qui est dite dans un moment de colère, de frustration et d'impuissance, liée à la relation entre la mère et la fille. La vera maledizione è anche quella non detta, silenziosa, iniziata alla nascita e poi continuata in tutti gli anni della vita di questa figlia. La véritable malédiction est celle qui a été dite en quelque sorte, qui était silencieuse, mais qui a commencé dès le moment même de la naissance de cette fille et qui l'a accompagnée pendant toutes les années de sa vie. Ed è appunto di non credere che la figlia
possa superarla. Et surtout le fait de ne pas croire que sa fille peut surmonter cette malédiction. Adesso io sono andata un po' lunga, ma tutto questo è per dire che Adriana non aveva una lingua sufficiente per poter sostenere la narrazione e poter elaborare tutto questo materiale che c'è nelle loro vite. J'étais un peu longue, mais c'était pour dire qu'Adriana n'était pas en mesure, ne possédait pas une langue suffisante pour porter ce récit et pour élaborer tout ce matériel contenu dans leur vie. Je voudrais encore m'arrêter un tout petit peu sur le personnage de la mère, qui on retrouve dans ce roman, toujours sur le flux de la mémoire, hein, non, quand Arminouta repense en particulier à la mort de la mère et aux funérailles. Alors, tu as mis en évidence l'importance du déterminisme social. Un peu, c'est une famille pauvre, c'est une famille qui n'a pas d'éducation. Mais il y a quelque chose d'autre dans cette mère, parce que elle ne semble pas capable d'exprimer ses sentiments. Elle ne semble pas avoir cette chaleur maternelle. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'on retrouve cet aspect dans ton premier livre un peu, même si le contexte est différent. Parce que là aussi, c'est l'histoire d'une mère qui a une sorte d'incapacité d'exprimer ses sentiments. Donc, je me suis interrogé sur cette constante que l'on retrouve, même si les deux personnages sont bien différents, hein, bien entendu. Et je me suis interrogé si on peut parler un peu d'une sorte d'une constante anthropologique, parce qu'on revient à un monde paysan qui n'a pas ni l'habitude ni les moyens d'exprimer les sentiments, de savoir les gérer, entre guillemets. Io sono figlia di questa antropologia, di questa mancanza di linguaggio per esprimere i sentimenti, gli affetti. Et moi, je suis en quelque sorte le produit, la fille, l'enfant de cette anthropologie, de cette absence de langage pour exprimer les sentiments, l'affection. Nel mio dialetto di origine non ci sono le parole per esprimere i sentimenti. In generale non ci sono le parole per dirlo, per dire tutto ciò che è astratto, che è emozione, che è affetto, sentimento, amore. Non c'è la parola amore, non c'è il verbo amare. Et dans mon dialecte d'origine, les mots pour dire les sentiments n'existent pas. En fait, il n'y a pas les mots pour le dire. Il n'y a pas de mots pour dire ce qui est abstrait, tout ce qui est du domaine de l'émotion, de l'affection, des sentiments, de l'amour. Il n'y a même pas le mot amour ou le verbe aimer. In sala questa sera, se posso dirlo, c'è una mia vicina di casa, Maria, una vicina di quando io ero bambina, e Maria sa molto bene di cosa parlo, quindi mancava il linguaggio verbale, ma mancava anche il linguaggio, la lingua non verbale. Ici en salle, je ne sais pas si je puis le dire, mais il y a une personne, une voisine, Maria, une voisine quand j'étais enfant. Elle sait très bien ce dont je parle. Il n'existait pas ce langage verbal, mais il n'y avait pas non plus de langage non verbal. C'erano due elementi che
impedivano ai genitori e alle madri soprattutto di accarezzare, coccolare, prendere in braccio i loro bambini. Il y avait deux éléments qui empêchaient les parents, plus particulièrement les mères, de prendre dans les bras, d'orloter leurs enfants, de les caresser. Il primo elemento è che le madri contadine non avevano tempo. Le premier élément est que les mères paysannes n'avaient pas le temps. Passavano la giornata nei campi insieme agli uomini e ai muli o agli asini che erano gli strumenti del loro lavoro. Elles passaient la journée dans les champs avec les hommes et avec les mulets ou les ânes qui étaient leurs instruments de travail. Naturalmente sto parlando degli anni 60 in cui, ahimè, io sono nata, e di luoghi molto isolati, molto impervi, montagnosi, dell'Italia interna. Naturellement, je parle des années 1960, les années où, hélas, je suis née. Je parle de lieux très isolés, âpres, montagneux, de l'arrière-pays d'Italie. E quindi queste donne, compresa mia madre, rientravano poi la sera in casa e gli uomini finalmente si riposavano perché era buio e le donne cominciavano a fare le casalinghe. Et donc les femmes, y compris ma mère, le soir rentraient chez elles, les hommes se reposaient parce qu'il faisait sombre, il faisait nuit, et les femmes commençaient leur travail à la maison. Ma c'era anche una giustificazione, questo è il secondo elemento, che in qualche modo spiegava perché non c'era questa consuetudine ad amare almeno fisicamente i propri figli. Mais à mon avis, il y a une justification, et c'est là mon deuxième élément, qui peut expliquer pourquoi il n'y avait pas cette habitude d'aimer, ne serait-ce que physiquement, ses propres enfants. Ed era che accarezzare, prendere in braccio i bambini li avrebbe fatti crescere viziati. Et c'était le fait que, en caressant ces enfants, en les prenant dans les bras, eh ben, on les aurait gâtés. I bambini andavano accarezzati solo quando dormivano, quindi andavano accarezzati soltanto quando non potevano sentirlo, non potevano saperlo. On ne pouvait caresser les enfants que lorsqu'ils dormaient, lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de le sentir ni de le savoir. Ma poi il problema di questa madre in realtà è soprattutto che lei è una madre imprevedibile. Le problème de cette mère, en réalité, est surtout qu'il s'agit d'une mère imprévisible. Lei non è una madre assente, non è sempre assente. Il ne s'agit pas d'une mère absente, hein. Du moins elle n'est pas toujours absente. Lei a volte ha dei gesti di cura verso la minuta soprattutto. Parfois elle fait des gestes qui montrent qu'elle prend soin en quelque sorte de la revenue, de la fille revenue. E una madre imprevedibile forse può essere anche più devastante di una madre assente. Et peut-être une mère imprévisible peut-elle être même plus dévastatrice qu'une mère absente.
perché è difficile da parte di una figlia, tornando ai miei personaggi, trovare una difesa che sia sempre valida nei confronti di una madre imprevedibile. Et la raison est parce qu'il est difficile pour une fille, et là je reviens à mes personnages, à mes protagonistes, il est difficile pour une fille de trouver un moyen de défense envers une mère un moyen de défense qui soit toujours valable vis-à-vis d'une mère qui est imprévisible. Cioè, se questa madre per 7 giorni è assente, lontana, distaccata, dura, brusca. Et si cette mère, par exemple, imaginons, pendant 7 jours, elle était absente, elle était loin, et qu'elle elle était toujours dure, brusque, détachée. E l'8° giorno ti fa un gesto di gentilezza, ti cucina una cosa che ti piace o ti scalda il mattone perché tu lo metta sul petto contro il raffreddore. Et puis, soudainement, le 8e jour, elle fait des gestes de gentillesse. Elle fait la cuisine à sa fille. Elle lui cuisine quelque chose qu'elle aime, ou alors qu'elle chauffe la brique pour que sa fille puisse la poser sur sa poitrine quand elle est enrhumée. Questo ti porta a non prendere veramente le distanze da lei, ma a vivere sempre in una situazione di attesa. Et ces comportements n'amènent pas la fille, une fille, à prendre ses distances de sa mère, mais elle la place toujours dans une situation d'attente. E tu per 7 giorni aspetterai sempre quell'8° giorno in cui lei farà qualcosa per te, anche semplicemente uno sguardo. Et donc, pendant 7 jours, une fille va attendre ce 8e jour, le jour où la mère fera quelque chose pour elle, ne serait-ce qu'un seul regard. Le jour de la mort de la mère. Ce dont ma mère est morte, je ne le sais pas exactement à ce jour. Du cancer, mais de beaucoup d'autres choses aussi. Une somme de 0. 0, la valeur qu'elle attribuait au fait de rester en vie. 0, son utilité. Ses enfants nous étions loin. Nous ne lui demandions jamais de l'aide, un conseil, un regard, quand nous en avions besoin. Nous connaissions son avarice depuis toujours. Ma mère s'est tout entière dévouée à Vincenzo, au cimetière. Donc le fils aîné, qui est mort tragiquement dans un accident de moto. Une sorte d'anesthésie l'a protégé de nous, les rescapés. C'est ainsi qu'Adriana lui a échappé, comme il arrive qu'on perde une pièce de monnaie ou les clés de chez soi. Comme elle m'avait perdu, moi, à l'âge de 6 mois. Elle a réservé ses soins aux seuls d'entre nous qui n'en avaient plus besoin. Combien de fois j'ai été jalouse d'un mort. Mes souvenirs sont empreints de récrimination. Je n'arrive pas à trouver le pardon. Est-ce que vous avez eu des échanges réguliers et fréquents avec les auteurs pendant votre travail de traduction ou pas? Chaque auteur et chaque livre singulier demande une approche différente. Donc, ce que je fais en général, de toute façon, les traducteurs sont avant tout des lecteurs. Donc, quand je découvre le texte, j'essaie de voir ce que moi, en tant que lectrice, je saisis comme ligne directrice sur lesquelles je vais m'appuyer dans la traduction, auxquelles je vais être particulièrement attentive. Alors évidemment, il y en a beaucoup, mais j'essaie vraiment de trouver des axes qui me paraissent fondamentaux. Par exemple, dans le cas de Borgo Sud, j'étais très attentive à rendre en français une langue délicate, retenue,
où on sent bien la qualité d'observation de la narratrice, mais qui n'est jamais dans un grand épanchement. C'est toujours avec une certaine pudeur, une retenue. Donc voilà, ça par exemple, c'était une ligne. Faire attention aussi à chaque apparition d'Adriana, que le lecteur français puisse vraiment s'apercevoir comme lecteur italien, la boule de vitalité qu'est ce personnage, cette énergie. Il lui manque peut-être le langage des mots, mais elle a le langage du corps. Sa présence s'impose, elle est toujours dans quelque chose de très vif, que ce soit dans ses mouvements ou dans ses paroles. Donc voilà, c'était une des choses auxquelles j'étais très attentive dans la traduction de Borgo Sud. Et je peux reproduire, voilà, en parlant de la ville des vivants ou du choix. Voilà, ça s'est évidemment porté sur de toute autre chose en lien avec les styles de chacun des auteurs concernés. Autre chose aussi, là ça n'a pas été le cas, mais quand il peut m'arriver de travailler sur plusieurs livres où ça se chevauche un petit peu au niveau des dates, j'essaie vraiment de me garder des espaces pour chacun des textes, pour vraiment me remettre dans la bulle et le style est sur ma lancée et qu'il n'y ait pas d'interférence entre les différents textes. Concernant les échanges avec les auteurs, je fais plutôt partie des traducteurs qui sollicitent très peu, voire pas. Il y a là-dedans une part je pense, de souci, de déranger, de poser des questions peut-être pas très pertinentes aussi. Et je crois qu'il y a aussi un besoin de me trouver avant tout confrontée seule avec la langue de l'auteur, mais pas avec l'auteur lui-même. Donc quand il y a des questions, elles surgissent plutôt à la fin. Je les garde vraiment pour la fin, je vois si elles n'ont pas pu être résolues précédemment, soit par ma plus grande familiarité avec le texte au fur et à mesure, et aussi évidemment en consultant des traducteurs qui traduisent dans l'autre sens, donc du français vers l'italien, qui peuvent être vraiment des ressources précieuses. Si des questions subsistent, là je contacte l'auteur. Voilà, mais c'est pas un réflexe immédiat. Et par contre, je reconnais que je le fais peut-être plus facilement avec des auteurs dont j'ai traduit plusieurs textes et que j'ai déjà rencontrés. Donc oui, il y a déjà une relation qui s'est établie par le passé. Donc on revient au roman. Vous l'avez compris, c'est un univers féminin, dominé de personnages féminins, mais il y a quand même des hommes dans ces romans. Hein. Donc je voudrais m'arrêter un petit peu sur les personnages masculins. Il y a le mari, il y a aussi le père, même si dans Borgo Sud, la présence du père est peut-être moins forte que dans le premier roman, mais quand même, il est là. Puis il y a le professeur de la Minute également. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que les beaux rôles, c'est pour les femmes. Hein. Donc, les personnages masculins sont faibles, ne savent pas trop bien maîtriser leur existence, disons, comprendre leur propre identité, souvent. Donc, il y a un renversement de rôle, comment dirais-je, par rapport au cliché. Là, j'exagère un petit peu, hein. C'est-à-dire, généralement, on a des personnages mâles qui sont forts, déterminés. Là, en revanche, les rôles sont renversés un peu. Hein. Le personnage du mari, de Piero, c'est vraiment un personnage qui ne sait pas trop bien comment gérer sa vie, n'arrive pas à se retrouver, a beaucoup de mal à se donner une identité, même si à la fin du roman, on a une autre idée de lui. Il semble, comment dirais-je, se retrouver un peu. Mais également le père, qui représente l'autorité familiale, finalement a un rôle assez limité, même par rapport à son épouse, qui, avec toutes ses difficultés dans ses rapports avec ses enfants, elle est quand même le personnage dominant. Dans mes romans, il y a... Tu veux te reposer?
Nei miei romanzi c'è sempre un corpo a corpo tra le madri e le figlie, e anche il corpo a corpo che io ho avuto nella mia vita. E questa è la mia ossessione, il mio demone, e il nodo che mai sciolgo e che quindi ripropongo. E nella relazione madre, figlia, femmina, inevitabilmente i personaggi maschili sono un po' laterali, un po' marginali, ma non è solo questo. Dans mes romans, il y a toujours un corps à corps entre les mères et les filles, parce que ça a été ma vie aussi. C'est mon obsession, mon démon, c'est le nœud que je n'ai jamais dénoué, dissous, et donc je le repropose à chaque fois. Et dans la relation mère-fille, inévitablement, il y a aussi des personnages masculins, mais ils sont en quelque sorte latéraux, marginaux, mais non seulement. Mi pento subito di quello che ho appena detto. Non sono marginali, hanno uno spazio quantitativamente inferiore rispetto ai personaggi femminili. En fait, j'ai tout de suite regretté ce que j'ai dit sur les personnages masculins. Ils ne sont pas marginaux, ils ont simplement un espace réduit en termes de quantité par rapport aux personnages féminins. Ma hanno un loro ruolo. Per esempio hai nominato il padre, no? Ecco, per esempio per me il personaggio del padre, che in Borgo Sud c'è di meno, ha però un altro personaggio speculare che è il compagno di Adriana, Raphaël. C'est-à-dire les personnages masculins ont aussi leur place. Par exemple, le père, pour moi, le personnage du père qui est moins présent dans Borgo Sud a son miroir dans le compagnon d'Adriana, Raphaël. Il padre in questa famiglia rappresenta, come dicevi poco fa, un'autorità forte. In realtà non è nemmeno autorevole, è un'autorità violenta. Le père, dans cette famille, représente, comme tu dis, une autorité forte, mais en même temps, il ne possède pas cette autorité. Il est autoritaire, mais il est violent. L'unica forma di controllo che quest'uomo conosce nei riguardi dei figli è la violenza, sono le botte. La seule forme de contrôle que ce père connaît envers ses enfants, c'est la violence, c'est de les frapper. Allora Adriana, nella sua voglia di scappare dalla famiglia, di scappare anche da questo padre manesco. Et donc Adriana, dans son envie de fuir cette famille et de ce père qui la frappe, lascia il paese perché vuole anche andare in città. Per Adriana il paese è stretto,
una volta cresciuta, una volta giovane adulta. Et Adriana, elle quitte son village pour aller dans la grande ville, parce que lorsqu'elle devient adulte, le petit village devient un lieu trop exigu pour elle. Ma ricade in un rapporto con un maschile violento, che non è più il padre, ma è il compagno. Mais elle se retrouve à nouveau dans une relation avec un compagnon, donc un homme, qui se caractérise par la violence. Ce n'est plus la violence du père, c'est la violence de son compagnon. E questo, tornando alla domanda di prima, no? Perché Adriana non poteva prendere lei la parola, perché non poteva prendere lei la voce? Et donc, pour revenir à la question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que Adriana ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer, pourquoi elle ne peut pas faire entendre sa voix? Perché Adriana non riflette, non elabora, non dà un senso alla sua esperienza di vita. Adriana fa, Adriana non riflette, fa. Et c'est parce que Adriana ne réfléchit pas, elle n'élabore pas, elle ne donne pas un sens à son expérience de vie, elle agit, elle ne réfléchit pas, elle agit. E però ci tengo a dire, adesso questo non c'entra niente con la domanda, ma ci tengo a dire una cosa, perché non vorrei far passare l'idea che io creda a un determinismo assoluto. Mais j'aimerais faire une précision qui n'a rien à voir à la question qui m'est posée. Mais je ne voudrais pas que vous croyiez que moi, je crois dans un déterminisme absolu. Di tipo sociale, antropologico, per cui se nasci lì sei condannato a restare lì e a perpetuare l'eredità della tua famiglia. C'est-à-dire un déterminisme de type social ou anthropologique qui ferait que, puisqu'on est né quelque part, on est condamné à y rester et à pérenniser l'héritage familial. Prima o poi ci deve essere qualcuno che spezza la catena. Tôt ou tard, il faut bien que quelqu'un brise cette chaîne. E in Borgo Sud questo personaggio è il nuovo Vincenzo, il figlio di Adriana. Et dans Borgo Sud, celui qui brise cette chaîne est le petit Vincenzo, l'enfant d'Adriana. Quindi ecco un personaggio maschile positivo. Et donc voilà un personnage masculin qui est positif. E in questo rivela anche che Adriana, così déréglée, mi è venuto in francese. Ah, et en cela, il nous montre que Adriana, même si elle est dans sa vie déréglée, È una madre adeguata, è una madre sorprendentemente adeguata, non è uguale a sua madre. Et donc, parce que Adriana, dans cette maternité, révèle qu'elle est absolument à la hauteur, de façon assez surprenante. Elle n'est pas comme sa mère. Certo, le cose a suo figlio gliele dice a suo modo, gliele dice in dialetto, gliele dice bruscamente. Bien sûr, elle parle à son fils à sa façon. Elle lui parle en dialecte, elle parle de façon brusque. Gli dice:
se non studi ti spacco la faccia. Elle lui dit, si tu ne travailles pas bien à l'école, je te casse la figure. Però con questo gli sta trasmettendo quella fiducia che a lei è mancata, quella fiducia primaria. Et ce faisant, elle transmet à son fils la confiance qui lui a fait défaut, à savoir cette confiance primaire. Che è uno di quegli elementi necessari perché si possa riuscire nella vita, per usare insomma un cliché. Et car cette confiance est l'un des éléments indispensables pour que l'on puisse réussir sa vie, pour utiliser voilà, un cliché. Je voudrais juste m'arrêter sur un aspect du roman, l'un des aspects qui font de ce roman un roman très beau. C'est-à-dire, et j'en viens au titre, Borgo Sud, donc la description consacrée au quartier où Adriana s'installe. Je lirai juste 2 lignes. L'ardeur du jour s'atténuait, les femmes empilaient les cagettes vides, démontaient leurs étals, aidées par leurs frères et leurs maris, las de la mer. Oust, oust, les gabians, criait un gamin en chassant les goélands qui s'étaient posés avides de reste. Je n'étais pas si loin de chez moi, pourtant tout était différent. C'était un monde à part. Chez moi, j'avais laissé un petit recueil ouvert sur des poèmes que j'aimais, un séminaire à préparer, un ordre bien établi. Ici, où Adriana m'avait amené, la vie paraissait plus vraie, scandaleuse et palpitante. Elle m'attirait et m'effrayait à la fois. Voilà, vous avez là les 2 univers, celui de l'Arminoute, les livres, les poètes, un séminaire à préparer, et de l'autre, la vie des pêcheurs, des marins, une vie scandaleuse et palpitante. Et ce sont des pages très belles, vous en trouverez d'autres, où cette partie de la ville de Pescara, celle des pêcheurs, et celle où s'installe Adriana, celle où se déroule sa vie, son rapport difficile avec Raphaël, un autre personnage masculin raté. Mais pour revenir sur Borgo Sud, qui donne le titre au livre, ce sont vraiment parmi les pages les plus belles du roman. Elles nous font découvrir un aspect des Abruzzes nouveau par rapport au livre précédent de Donatella. Io scrivo dall'età di 7-8 anni, cioè dalla scuola elementare, perché andando a scuola ho scoperto la lingua italiana. Je vous remercie de cette question. Moi, j'écris depuis l'âge de 7-8 ans, lorsque, à l'école primaire, j'ai découvert la langue italienne. E dovevamo all'epoca imparare a memoria tutte quelle poesie che c'erano sui libri di scuola. À l'époque, il fallait apprendre par cœur beaucoup de poèmes qui étaient dans nos manuels scolaires. Per cui la mia prima intuizione è stata, ma se questo Renzo Pezzani può scrivere le poesie, perché non posso provarci anch'io? Et ma première intuition a été la suivante. Si cet auteur, par exemple Renzo Pezzani, peut écrire des poèmes, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? E così ho cominciato, poi la scrittura naturalmente erano delle cose tremende, in rima, molto ingenue, poi in adolescenza sono arrivata a un altro genere che erano le lettere d'amore, sempre questi amori impossibili e così via, poi piano piano i racconti e infine un romanzo che è stato il primo a essere pubblicato. Il problema è che io non ho avuto coraggio
semplicemente, quindi nel momento in cui dovevo scegliere che cosa studiare all'università, davanti a questi genitori che si sacrificavano per mandarmi all'università, io non ho avuto il coraggio di dire che avrei voluto studiare giornalismo o lettere. Non va bien, non s'y préoccupe. Et moi, c'est comme ça, donc j'ai commencé l'écriture, d'abord en écrivant des rimes qui étaient affreuses, et puis j'ai changé de genre lorsque j'étais adolescente. J'écris des lettres d'amour, toujours des amours impossibles d'adolescents, puis j'ai commencé à écrire des petits récits, des petites nouvelles, et enfin j'ai écrit un roman qui a été le premier qui a été publié. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le courage, lorsque j'ai dû choisir quelles études poursuivre à l'université, face à mes parents qui s'étaient sacrifiés pour que je puisse étudier, je n'ai pas eu le courage de leur dire que je voulais plutôt faire du journalisme ou bien faire des études de lettres. Io ho detto spesso che questo tipo di percorso sarebbe risultato incomprensibile ai miei genitori, ma non è così, non è vero, non è colpa loro, è colpa mia, perché non ero pronta, perché non ci credevo, perché non credevo in me stessa e quindi non mi sono autorizzata. Tuttora a volte non mi autorizzo. Parlo a qualcuno in prima fila. Souvent, je me suis dit que... Alors, souvent, je me suis dit que si j'avais choisi cet autre parcours, ça aurait été incompréhensible pour mes parents. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Je n'étais pas prête, je n'y croyais pas, je ne croyais pas en moi-même, donc je ne me suis pas autorisée à le faire, et aujourd'hui encore je ne m'autorise pas à le faire, et je m'adresse plus particulièrement à quelqu'un assis au premier rang ici. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Raffaella Lops, agente sarebbe molto riduttivo, mia lettrice speciale, sempre prima lettrice speciale, amica, appassionata. Ti ringrazio di essere con me. Merci. Donc il est très tard, mais je pense interpréter un peu la curiosité de tous en posant une dernière question à Donatella. Quel sera votre prochain livre? Est-ce qu'il y aura un troisième volet de l'Arminuta? No. Ho finito con loro e si sente il momento in cui come autrice, come autore, ritiri l'investimento dai personaggi e te lo riprendi e osservi un periodo di silenzio, di vuoto, di accumulo, finché qualche altro personaggio e un'altra storia ti viene a cercare, ti coglie. Et en ce qui me concerne, cette histoire est terminée. Chaque auteur sent à quel moment il n'est plus investi, n'est plus impliqué dans certains personnages, dans certaines histoires, et il revient à lui-même. Il prend une période de silence,
de vide, d'accumulation aussi, jusqu'à ce que de nouveaux personnages et de nouvelles histoires ne viennent le chercher. Grazie a Donatella, grazie a Laura Brignon, grazie a Rosanna Gasbarro.